donc, merci. Enfin voilà, je propose une petite réflexion sur la question du doute, mais peut-être qu'on peut commencer. Le but, c'est pas que je fasse une conférence tout seul, c'est un mot un peu prétentieux, mais n'hésitez pas en tout cas à prendre la parole, à poser des questions. Peut-être d'ailleurs, on peut commencer par des réactions, si vous en avez, par rapport à ce que vous venez de voir. Si ça fait réagir, n'hésitez pas. Oui. Ouais, moi juste pour me demander c'est combien de travail pour arriver à une pièce comme ça, ça fait combien d'heures de... Voilà. Les élèves ils ont 3 heures de théâtre par semaine, mais ça ils vont vite, très vite quand ils sont dans un truc. Et il y a eu le moment d'écriture, et puis après la mise en espace, c'est allé assez vite. Voilà, c'est un truc qu'on a fait en début d'année pour se lancer. C'était pas le projet de l'année. L'année dernière. Oui, c'était l'année dernière. Donc non, on avait joué ça en décembre, je crois, et on avait dû commencer en octobre. Mais au début, ça les a un peu interpellés. Qu'est-ce que c'est que ça? On est en philo, on est en théâtre. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette petite, au début, cette petite hésitation, ce petit doute. Et puis en fait, après, ça marche quand même, une fois qu'on rentre dedans. Ouais. On rentre dedans. Les thèmes, si vous les avez, qui ont été les leurs, ont surtout été du côté de l'intime. Ouais. J'ai essayé d'aller du côté de l'extime, mais ça revenait vite. C'est le jeu. C'est le jeu. Moi j'ai une certitude, c'est que je pense que le prof comme les élèves ont passé d'excellents moments. Oui, je ne parlerai pas pour eux, mais en tout cas, oui, ça les a amenés à parler, mais c'était le but aussi, hein. Puisqu'ils prennent la parole, comment ça leur parle ce mot-là, et souvent ça a été sur des questions, oui, de rapport aux autres, du sentiment, des sentiments, de la question de l'identité, beaucoup revenu. Assez peu du monde. Ça m'a au début, non pas agacé, mais j'ai essayé de forcer un peu, mais voilà. C'est des âges aussi, hein, je pense, qui font qu'on tourne d'un côté plutôt que de l'autre. C'est la construction aussi. C'est ça. C'est l'âge de la construction. C'est leur inquiétude bah oui, de la jeunesse. Hein. Tout à fait. Et, ben justement, moi ce qui m'intéressait dans ce thème de l'incertitude qu'on a adressé aux adolescents, puisque l'adolescence c'est censé être un moment justement de la construction de soi, qui justement caractérise ce moment de doute, de recherche. Il me semblait que ça pouvait leur parler de ce point de vue-là. Voilà. L'adolescence, oui, c'est le moment où on se cherche, on cherche qui on est, donc ça pouvait résonner de cette manière-là pour eux. C'était un peu l'objet, voilà. Et oui. Je vous ai abordé des thèmes très modernes parce qu'il y a eu 3 conférences, vous avez dû en entendre parler, de Maxime Robert qui est venu à l'Université Interage, à l'Université catholique et à la médiathèque. Et tous ces livres tournent autour de tout ce que les élèves ont parlé, c'est-à-dire la rupture, mais la relation, quoi, en général. Autour de devenir soi, etc. C'est son thème, et c'était vraiment tout à fait dans les thèmes de toutes ces 3 conférences. Et moi, je trouve que c'est super intéressant parce que même quand on est âgé, on a les mêmes problèmes. Finalement. Et quand ils ont parlé des cons, la rupture, pourquoi se faire du mal quand on peut... C'était vraiment les thèmes de Maxime Robert, vraiment, les 3 livres qu'il a écrits. On aurait dit qu'ils avaient lu les 3 livres, et qu'ils étaient en train d'en faire la pièce de théâtre par rapport aux 3 conférences qu'on a eues la semaine dernière. Là où, effectivement, alors peut-être ce qui a été leur angle, et que moi, qui m'a aussi un peu, non pas surpris, mais voilà, ça a été aussi l'occasion de discussion, c'est que j'ai souvent perçu que pour eux, le moment de l'incertitude ou du doute, c'est pas quelque chose d'agréable à vivre. Là où peut-être le conférencier Robert, il voyait quelque chose d'assez exaltant. Voilà, il perçoit que c'est un moment inquiétant, c'est un moment... le commencement, c'est toujours quelque chose où il y a de l'indétermination et c'est pas forcément vécu de manière rassurante. Et, là où moi j'arrivais avec mon Socrate et mon Descartes, alors le doute c'est la certitude qui est un poison, c'est la certitude qui est une prison, quoi. Donc il y a eu ce contraste et
voilà, et du coup, en réfléchissant à l'intervention de ce soir, je me suis dit que ça pouvait être aussi quelque chose à penser. En fait, le fait que le doute, puisque le thème de l'échange là, c'est plus le doute que l'incertitude, même si les deux termes sont proches, il y a un double visage en fait. Voilà. Il y a quelque chose d'assez inquiétant et en même temps, il est indispensable pour construire sa vie, pour chercher, et ce double visage-là, voilà, ça a été justement avec les élèves le moment où je l'ai bien perçu. Même si de toute façon, en philosophie, voilà, on est souvent confronté à... C'est le travail de la philosophie, toujours, de faire quitter les certitudes. Voilà, ça c'est une espèce de leitmotiv, de mission que croit avoir le philosophe. Mais en fait, quand on voit l'effet que ça produit, parfois on se dit, mais finalement, est-ce que c'est bien, si nécessaire que ça, de faire douter les gens si c'est pour les faire souffrir, quoi. Du coup, alors, je viens un peu au questionnement qui m'a animé pour préparer l'intervention. Si je pars de ce contraste, ce double visage, je pense que ce qui peut être philosophiquement intéressant, une fois qu'on s'est dit, voilà, douter c'est bien, et je vais le redire, c'est important dans la construction de ce qu'est un esprit critique, à quel moment, voilà, il bascule vers quelque chose qui peut être inquiétant et voire même pathologique. Voilà. Quelque chose qui peut devenir très vite un poison. Et c'est ce passage-là qui n'est pas si simple que ça à penser et en tout cas qui m'intéressait de penser avec vous ce soir. Donc je ne vais pas le célébrer, le doute, mais plutôt essayer de voir, de faire des distinctions, parce qu'il n'y a pas un doute, mais des doutes. Voilà. Ne pas confondre le doute et la méfiance, c'est pas la même chose, justement, ce qui anime le doute. Et c'est à partir des conditions dans lesquelles on doute, je crois, qu'on peut faire la différence entre ceux qui nous portent, et qui sont des forces, et puis ceux qui nous referment sur nous-mêmes, nous affaiblissent, et finalement nous attristent, comme parfois on en a l'impression. Voilà. Quand est-ce que je peux considérer que le doute est une force, et du coup, quand est-ce que je peux m'autoriser à croire? Parce que derrière, finalement, c'est se demander quand est-ce que je peux me croire quelque chose. Quelles sont les conditions pour qu'une croyance soit acceptable? C'est ça aussi derrière la question que pose le doute. Parce que le doute, en fait, c'est toujours un état de l'esprit quand il est confronté à un savoir. C'est pas une ignorance. Quand je doute, je ne suis pas ignorant, purement ignorant. Quand j'ignore quelque chose, je ne doute pas parce que j'ignore. C'est quand je sais quelque chose, quand je crois quelque chose et que je le remets en question, que le doute est présent. Donc, le doute, c'est un état de l'esprit, c'est une attitude de l'esprit, lorsqu'il est confronté à un savoir, à une croyance, à une opinion, et quelque chose l'empêche d'adhérer à ça. Donc il y a déjà du savoir quand on doute. Il y a déjà du savoir. Ce n'est pas une table rase, il y a des ignorances de la même manière qu'il y a des doutes. Et là aussi, je pense que, je termine rapidement cette présentation en recontextualisant peut-être aussi à 2023 et dire que peut-être la période dans laquelle on vit, l'environnement technologique dans lequel on vit, qui nous envahit d'informations, d'images, de textes, et bien tout ça en fait contracte l'espace, le temps, et du coup c'est difficile de savoir quoi croire, qui croire quand on est de cette manière-là complètement submergé par des informations sur des sujets que bien souvent on ne maîtrise pas forcément. Donc il y a forcément de la confiance qui rentre en jeu. Mais jusqu'où on fait confiance, pour qui, à qui on fait confiance, comment on fait confiance, et qu'est-ce qui m'assure que cette confiance-là, elle est bonne, elle est légitime. Et si je doute, c'est que par définition, je ne peux pas le trancher, ça. Voilà. Donc, à se demander même si notre cerveau est fait pour gérer autant d'informations. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui nous fait très facilement douter, et même excessivement douter parfois, quand on voit le nombre d'informations auxquelles on est confronté parfois. Et ça me fait penser à une phrase, je vous la cite, d'un philosophe que j'aime beaucoup. Henri Poincaré, c'est un philosophe des sciences qui a écrit un livre qui s'appelle La science et l'hypothèse. Et il écrit « Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes. »
qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir. Et voilà, du coup, il me semble que voilà, le doute n'est pas synonyme d'esprit critique. Le doute n'est pas synonyme d'esprit critique. C'est peut-être une idée un peu trop rapide qu'on a quand on le présente, voilà, souvent en philosophie, comme une tâche et une mission. La manière dont on l'utilise est vraiment ce qui va nous permettre de le juger pertinent ou pas. Je vous propose donc une rapide réflexion, 3 temps. Vous me dites quand vous voulez intervenir. Si là les questions que je pose vous font réagir, n'hésitez pas. Je propose d'abord de rappeler pourquoi il est important de douter quand même. Il est sain même de douter. Dans un deuxième temps, montrer quand est-ce que le doute devient pathologique. Et enfin, comment on fait pour se protéger de ce doute-là qui peut nous envahir et nous empêcher même d'agir parfois. Ok. Donc le doute, oui, c'est quelque chose d'assez nécessaire. Je vous disais tout à l'heure, d'abord, prenons-le au sens très commun, très courant. Qu'est-ce que c'est le doute? Je vous disais, c'était quand on est confronté à des informations, ou une information mais qui n'est pas suffisamment pertinente. Et c'est d'abord un état psychologique. Avant d'être quelque chose de philosophique, c'est quelque chose de finalement très courant. Un état psychologique, et de ce point de vue-là, douter est vital. Douter est vital. Ça fait partie de la stratégie de tout vivant, enfin de tout vivant, en tout cas, à partir d'un certain niveau d'évolution, douter, c'est effectivement ce qui peut nous sauver, parfois, de ne pas prendre une information comme étant forcément vraie, c'est ce qui nous fait hésiter, c'est ce qui nous fait être prudent. On m'a dit que certains champignons pouvaient être toxiques, et bien voilà, cette simple information me fait d'une certaine manière, ne pas agir, ne pas aller trop vite, ne pas croire que tout de suite la chose est bonne pour moi, et donc ça s'oppose à une confiance aveugle. Voilà. De ce point de vue-là, du point de vue du vivant, douter est absolument nécessaire, et nous sommes des vivants. Et comme tout vivant, eh bien, on agit pour se conserver, on agit pour vivre, et vivre, c'est fabriquer des certitudes. Vivre, c'est fabriquer des certitudes. Ça veut dire que c'est forcément parfois hésiter, mais trancher, et le vivant, pour vivre et conserver sa vie, il doit avoir des certitudes. Et on n'arrête pas de prendre des décisions tous les jours, finalement. Donc, ce processus-là d'hésitation, il est quelque chose de très commun. Alors voilà, pas toujours existentiel, hein. Est-ce que je vais à gauche ou à droite? Est-ce que je mange ceci ou cela? Il peut être superficiel, le doute, mais parfois, il peut être aussi plus anxiogène. Est-ce que, quand on regarde un élève, est-ce que cette orientation me convient ou ne me convient pas? La question là devient un petit peu plus importante. Est-ce que me ment? Est-ce que le gouvernement nous ment? Et tout de suite, ça prend des formes qui peuvent être différentes. Vivre, c'est éliminer les incertitudes. Vivre, c'est éliminer ces incertitudes et résoudre même des situations d'incertitude. On délibère et on tranche et on poursuit sa vie. Donc ça, c'est du point de vue du vivant. Et plus on s'élève dans la chaîne des vivants, plus on va trouver, en fait, cette notion de doute. C'est Alain, le philosophe Alain, j'avais trouvé cette phrase, conscience suppose arrêt, scrupule, division, conflit entre soi et soi. Et lui, pour le coup, il va réserver le doute aux humains. Je laisse la question de savoir si on c'est un cartésien, voilà, la vie animale n'est pas dotée de conscience, on pourrait repenser ça, mais en tout cas, il en fait un signe de la pensée. Le doute, c'est le premier signe de la pensée. Les vivants les plus primitifs, les moins évolués, voilà, c'est des comportements stéréotypés, ce sont des comportements automatiques, il n'y a jamais de doute d'une certaine manière. Quand le doute s'installe, c'est le début de la pensée. Et de ce point de vue-là, plus on monte dans cette chaîne de l'évolution, plus l'incertitude apparaît. Pourquoi? Parce que penser, c'est créer de l'ambiguïté,
penser, c'est proposer des interprétations face à une même image, face à des phénomènes dont on est témoin. Et un même signal peut être interprété de différentes manières. Là où un vivant assez simple va réagir de manière immédiate et mécanique à un signal. Voilà. La pensée, elle met de l'ambiguïté, et c'est là que l'incertitude commence. Voilà. Il suffit que j'entende un bruit dans la pièce d'à côté, et des interprétations sont possibles. Est-ce que j'ai entendu? Est-ce que ça peut être une chose ou une autre? On passe du comportement un peu mécanique à une action plus individuelle. Du point de vue du vivant, donc, voilà. Certes, c'est nécessaire, mais c'est le grain de sable, le doute. Voilà. Le grain de sable dans la mécanique de l'action. C'est ce qui fait que je ralentis, quand je doute, je ralentis le cours de mes actions. C'est pour ça que ça peut être assez dérangeant et assez désagréable de douter. On est rongé, d'ailleurs, on dit par le doute, on est en proie au doute. Voilà, il y a tout un ensemble de termes qui font que le doute est quelque chose qui est, dans le cadre du vivant, qui est assez pénible. Oui? Et dans le cadre du vivant, est-ce qu'on ne peut pas quand même, on est tout le temps confronté à vivre, surtout actuellement, mais même avant, on est confronté à vivre toujours avec des incertitudes. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt apprendre à vivre avec les incertitudes? Alors voilà, c'est sûr que c'est là où forcément on va y venir, puisque nous humains, on y est forcément confrontés. Comment on fait pour le transformer en quelque chose de... Voilà, il faut y arriver. Alors voilà, le transformer en exaltation presque. Voilà. Et non pas comme quelque chose d'inquiétant et qui nous referme sur nous-mêmes. Parce que là, voilà, ce que je voulais d'abord montrer, c'est qu'il peut être perçu comme quelque chose qui nous freine. Et d'un point de vue vital, du point de vue du vivant et du biologiste, hein, c'est quelque chose qui freine l'action. Si on passe, alors du coup je me grimpe dans l'échelle des vivants, et si on passe cette fois au doute comme, non plus comme simplement hésitation face à une action, mais comme réflexion dans la connaissance, alors qu'on change un peu de regard sur le doute. Là, il y a toute une littérature philosophique pour montrer qu'effectivement, le propre justement de la démarche de connaissance, le propre de la recherche de la connaissance, de la vérité, c'est d'en passer justement par le doute. Une science qui ne doute pas, ce n'est pas une science. C'est un dogmatisme, c'est quelque chose qui affirme sans jamais remettre en question. Donc, on passe d'un doute, je dirais, passager, celui qu'on connaît tous les jours, voilà, celui des vivants, à un doute qui va ne plus seulement concerner l'action, mais la connaissance, alors il est spécifiquement humain. Et puis, même si on grimpe dans cet échelonnage de la place du doute, s'il n'est plus seulement une question d'action, plus seulement une question de connaissance, mais qu'on passe à une attitude philosophique qu'on va appeler le scepticisme. Voilà. Il y a une école philosophique qui a fait du doute sa profession, même si c'est un peu paradoxal, puisque le sceptique, il dit qu'il ne sait pas. Donc, difficile d'en faire une école. Mais il y a donc cette tendance, allez, je ne vais pas dire école philosophique, mais tendance philosophique qu'on appelle le scepticisme, et dont la thèse, là aussi, ça c'est trop en dire, parce qu'ils n'ont pas de thèse, puisqu'ils disent qu'on ne peut rien savoir. Donc on est très embêtés avec les sceptiques. Hein. Ils ont embêté pas mal de monde dans l'histoire de la philosophie, ça n'a pas d'ailleurs des sceptiques, il y en a comme chez les Grecs quasiment. Montaigne, mais après, Descartes, Kant, le scepticisme a une valeur, mais comme méthode, comme moment. Mais il faut passer après à autre chose. Le scepticisme comme philosophie, c'est vraiment comme mode de vie en fait. C'est quelque chose qui est très présent, enfin non, qui est présent chez les Grecs, mais qui après va avoir moins de succès. Quelle est leur thèse, très rapidement? Comment on peut être sceptique? Mais il faut aller jusque-là pour se demander si la question que je vous propose, c'est de savoir quand est-ce que le doute devient excessif et pathologique. Est-ce que les sceptiques peuvent être pris dans cette accusation-là? Qu'est-ce qu'ils nous disent, les sceptiques? Pyrrhon d'Hélice, voilà, un philosophe grec, fondateur du scepticisme. Ce qu'il dit, en fait, c'est qu'il remet en cause les fondements, pas seulement telle ou telle connaissance, mais les fondements même de la connaissance. Ça veut dire que là, ce que je perçois, c'est une apparence,
une image, comme vous en avez tous. Tout le monde a des apparences et des perceptions. Impossible, et l'argument est sérieux, hein, impossible de savoir si ce que je perçois là est conforme à la réalité. L'affirmer, pour affirmer que ce que je perçois là est bien conforme à la réalité, il faudrait que je puisse sortir de ma propre représentation pour la comparer à la réalité. Donc il y a un cercle vicieux en fait. Et une représentation de la réalité n'est pas la réalité. Et à partir du moment où on fait cette séparation entre, c'est ça le fondement philosophique du scepticisme, je fais la séparation entre ce qui m'apparaît, ce que j'entends, ce que je vois, et qui est lié à un système perceptif, relatif à un certain type d'organisme, et s'il y a un autre animal dans la pièce, eh bien il perçoit autre chose, qui de nous deux perçoit la réalité telle qu'elle est. Donc ça va vers une forme de, on appelle ça phénoménisme ou relativisme, ça veut dire que je suis enfermé d'une certaine manière dans ma perception. Et il ne m'est pas possible de savoir si ce que je perçois là est conforme à la réalité. Donc c'est la notion de vérité, en fait, que viennent attaquer les sceptiques. Il n'y a pas de vérité sur le sceptique. Pour qu'il y en ait une, il faudrait sortir de sa propre perception. Et tous ceux, alors voilà, il y a tout un tas d'écoles philosophiques qui sont contemporaines du scepticisme, que ce soit les platoniciens, que ce soit les stoïciens, tous ceux qui affirment qu'on peut connaître l'être des choses, l'être, ce qu'elles sont vraiment, et non pas simplement leur apparaître, eh bien on dit plus qu'ils n'en savent. Puisqu'il m'est impossible de... Tout ce qu'on peut faire, c'est coordonner nos perceptions. On va y venir, je vais y venir, c'est ce qui nous reste, c'est déjà beaucoup. Mais de là à savoir si cette coordination correspond à la réalité, on ne peut absolument pas le savoir. Il y a une sorte de... sur un cercle vicieux dans cette affirmation-là. Sur l'argument sceptique fondamental, c'est celui-ci. Premier, c'est celui-ci. Ça va? C'est un peu abstrait, c'est un peu bizarre de dire ça en fait. De dire en fait, vous êtes là, je vous vois, j'ai la certitude. Est-ce que vous êtes là? Mais alors voilà, est-ce que, sans que ce soit vraiment un jeu de l'esprit, de se demander est-ce que j'ai bien une apparence devant moi, j'ai bien une image. Descartes est allé jusqu'à se dire est-ce que c'est pas un rêve, est-ce que je suis en train de rêver là, qu'est-ce qui peut me prouver que là je ne rêve pas? C'est redoutable comme question quand on va jusqu'au bout de l'argument. Les sceptiques vont jusqu'au bout, voilà. Ils disent je n'ai absolument rien qui puisse me l'assurer, me le garantir, rationnellement. Du coup ça repose sur une croyance, mais cette croyance-là, le sceptique la suspend. C'est pour ça que voilà, la thèse des sceptiques c'est de dire je suspends toute affirmation sur la réalité. J'ai des apparences, bien sûr, j'en ai. Mais affirmer, ce qu'il refuse, c'est l'affirmation. Le sceptique, c'est celui qui refuse, qui renonce à l'assertion, à l'affirmation sur la réalité. Donc voilà, c'est cette remise en question qui les caractérise. Est-ce que c'est excessif? Alors voilà, on les a beaucoup critiqués. Hein. Voilà, une fois que cette notion de doute est posée, je passe à un deuxième temps. Est-ce qu'ils exagèrent? Et est-ce qu'ils exagèrent? Ou alors est-ce que c'est ça le doute pathologique qu'on pourrait critiquer? Est-ce que vous avez une question? C'est une école philosophique assez particulière. Quelles ont été les objections qu'on leur a faites? La première, c'est qu'ils se contredisent. En affirmant, enfin, en défendant, ils ne veulent surtout pas affirmer, en défendant le fait qu'on ne puisse pas accéder à l'être, ils disent quelque chose. Ils prétendent bien défendre une thèse de ce point de vue-là. Donc ils se contredisent. Pyrrhon était cohérent, hein, il n'a rien écrit. Et il a cultivé le silence. C'est une vie très étrange. Vraiment, si vous êtes curieux, allez lire les fragments sur Pyrrhon. Alors, une vie, il pouvait faire une chose et puis assez imprévisible pour le coup, mais malgré tout, il suivait les apparences. Donc, on leur reprochait leur contradiction d'un point de vue intellectuel. Pour les défendre, effectivement, ils n'ont jamais souhaité défendre une théorie. L'accusation, voilà, à mon sens, ne les remet pas en question. Sur le plan pratique,
on leur a reproché, on leur disait, mais en fait, le simple fait que tu te lèves et que tu ailles manger, c'est bien le fait que tu adhères à certaines choses de la réalité. Tu nourris ton organisme, tu fais tout un tas de choses qui font qu'il y a des croyances. Là encore, le sceptique répond à ça. Il est très conservateur, le sceptique. Il suit les apparences et il vit selon les apparences. Il vit selon les usages. D'un point de vue intellectuel, il suit les apparences, il n'a pas de raison d'affirmer, mais du point de vue pratique et moral, il suit les conventions. Je disais, du coup, ça le rend très conservateur. Ça se fait comme ça. Il n'est pas cynique, le sceptique. C'est pas un cynique. Le cynique conteste et provoque. Le sceptique suit. Je n'ai pas de raison ni de contester, ni de pas contester. C'est comme ça qu'on vit, eh bien je vivrai de cette manière-là. De toute façon, je n'ai pas de raison de croire que cette manière de vivre est bonne ou qu'elle n'est pas bonne. Je suis les usages. Voilà. Je suis les apparences du point de vue de la connaissance et je suis les usages du point de vue de la pratique. Il n'y a pas de conviction, le sceptique. Il n'y a pas de conviction. C'est pas un nihiliste pour autant. Voilà, Pyrrhon était un citoyen tout à fait apprécié dans sa cité. C'est pas un contestataire, un révolutionnaire. Il suit les usages. On n'a pas prise avec lui. C'est ça qui les rend redoutables philosophiquement. Alors voilà, est-ce que ces deux critiques qu'on fait généralement aux sceptiques, est-ce que ces deux contradictions qu'on leur face auxquelles on les met, est-ce que ça rend ce scepticisme-là pathologique? À mon sens, non, parce que, et là j'aimerais faire la différence entre un scepticisme philosophique et un scepticisme pathologique, un doute pathologique. Ce qui va rendre un doute, à mon avis, maladif et emprisonnant, c'est le fait, alors j'ai deux caractéristiques pour l'étudier, le fait qu'il bloque l'action. Le scepticisme, quand il devient pathologique, on n'agit plus, en fait. C'est pas ce que fait le sceptique du point de vue philosophique. Et la deuxième chose, c'est que le scepticisme que je qualifie de pathologique, il est faussement critique, alors que le sceptique, du point de vue de la philosophie, est un véritable esprit critique. Je m'explique. Le mauvais doute, je vais dire le mauvais doute. Le mauvais doute, c'est le doute qui affaiblit. C'est celui qui, justement, est un poison parce que il me touche moi en tant qu'individu. Peut-être qu'il faut faire la distinction entre l'incertitude objective, quand je manque d'informations, voilà, je ne me prononce pas, et l'incertitude subjective. C'est pas que je manque d'informations, c'est que je manque d'assurance. Et celle-ci, c'est pas du tout la même. Je peux avoir assez peu d'informations, mais prendre confiance en moi, et croire, et avoir des certitudes d'ailleurs. Inversement, je peux avoir tout un tas de connaissances, d'informations, même presque rouler sous des informations, mais en fait, mon incapacité à agir et à trancher et à me décider, elle ne provient pas de la situation objective, elle provient de moi, et de la difficulté que j'ai à m'affirmer en fait face à tout ça. Parfois les élèves, c'est bien de celle-ci dont il s'agit. Si moi par exemple en cours de philosophie, il s'agit de faire douter, c'est jamais d'eux-mêmes qu'il s'agit de faire douter, mais des idées, des connaissances qu'on peut avoir, mais pas d'eux-mêmes en tant que sujet capable de penser, de réfléchir. Sinon effectivement je transforme là, voilà, le doute en quelque chose oui, dans quelque chose qui fige. Quelque chose qui fige, qui nous sclérose. En fait. Et ce doute-là, effectivement, il est peut-être pathologique. Donc faire vaciller les certitudes, c'est le rôle d'un éducateur, mais si ça affecte la confiance en soi, c'est pas le même doute. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur notre monde qui il y a une prolifération d'informations, et peut-être que justement cette prolifération, elle nous désoriente aussi. C'est ça le paradoxe, c'est qu'à vouloir m'informer, et à me surinformer d'une certaine manière, je crée une espèce de désorientation parce que je ne sais plus comment
croire, et puis parfois il y a sur un même sujet des arguments qui peuvent être très pertinents, et cette multiplicité d'informations me désoriente plutôt que de m'orienter, c'est ça le paradoxe. Et c'est cet état ce manque d'assurance qui peut être accompagné d'anxiété. Le moment de l'adolescence, c'est justement peut-être celui où on a besoin de se projeter, mais qu'il est très difficile de le faire. Voilà, c'est une perception qui est la mienne, mais j'ai l'impression que parfois, leur demander très tôt de se projeter, c'est très compliqué en fait. Parce que ça implique qu'on ait cette forme d'assurance. Et donc vous pouvez dire à un élève, informe-toi. En fait, cette multiplication d'informations, il n'est pas sûr qu'elle me fasse gagner en assurance. Voilà, je le dis avec prudence, hein, mais en tout cas, ça fait partie des doutes qui peuvent accompagner la pratique d'un éducateur. D'autant plus que, parfois, l'état émotionnel dans lequel on est fait qu'on va vite trouver quelque chose pour quitter cet état, qui est pas facile à vivre. Et le paradoxe, c'est que plus je mets l'individu en état d'anxiété, plus je le fais se précipiter pour qu'il trouve une réponse, mais en fait, il n'est pas sûr que cette réponse-là, elle soit formulée dans les conditions qui soient les bonnes. Donc, le doute devient pathologique quand il nous affaiblit et nous empêche, en fait, d'explorer sereinement. C'est la première, c'est un peu celui dans la littérature peut-être d'Hamlet. Voilà. Finalement, celui qui est tellement dans la réflexion qu'il n'est plus dans l'action, souvent un peu l'image qu'on peut avoir de ce personnage-là. Première caractéristique donc de ce doute-là, un doute qui empêche d'agir. La deuxième caractéristique du doute que je qualifie de pathologique, je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'il est faussement critique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je pense, j'ai en arrière-fond dans l'argument que je vais vous donner, les climato-sceptiques. Je dis sceptiques. Donc il y a bien un lien avec le scepticisme. Ce sont de faux sceptiques. Le climato-sceptique est un faux sceptique parce que, on pourrait presque le qualifier de scepticisme dogmatique. Il est sceptique en affirmant quelque chose. Alors que le philosophe sceptique ne se prononce pas, justement. Il confronte, parfois, c'est une stratégie aussi de confronter les points de vue. Tu penses ça, bien regarde, je peux te proposer un autre argument qui va déstabiliser finalement l'assurance que tu as dans ton point de vue. Le climato-sceptique est capable d'une hypercritique, parfois, sur certains arguments, et d'une hypercrédulité sur d'autres arguments, mais qui vont conforter son propre point de vue. C'est là où il est de mauvaise foi, d'une certaine manière. Et c'est à cette caractéristique-là qu'on peut dire, non, c'est pas un vrai doute. C'est un doute, mais c'est un doute de mauvaise foi. Il y a toujours une intention, en fait, qui anime son doute, mais qui n'est pas celle de la recherche, qui est celle qui consiste à confirmer son propre point de vue. Dans les sciences cognitives, on appelle ça les biais de confirmation. Biais de confirmation, c'est la tendance que nous avons à juger positivement les arguments qui vont dans le sens de notre conviction. Et qui va même jusqu'à rechercher les arguments qui confortent notre conviction. Dont on est tous plus ou moins victimes, inconsciemment. Le jeu social, on parlait des réseaux, des moteurs de recherche, utilisent ça pour justement toujours nous présenter des choses qui confirment et confortent notre propre point de vue, et donc qui nous enferment dans ce que nous savons déjà. Mais s'il n'y a pas de climato-sceptique, comment on avancera sur ce sujet ? Peut-être qu'il en faut, peut-être. Peut-être qu'ils sont un adversaire philosophique pour la cause du climat. Là, après, je me dis que le scientifique,
je ne sais pas si son meilleur allié, c'est une forme de fanatique. Celui qui a déjà une réponse et qui dit « moi je doute de tout ce qu'on me dit au nom de ma croyance », oui, c'est le mécanisme psychologique, alors je mets fanatique sans les actes qui peuvent aller avec, mais en tout cas c'est le même processus psychologique. Mais sinon, c'est pas au nom de ma croyance, c'est au nom des intérêts. Alors, quand en plus, c'est pas seulement une question de croyance, mais que ça défend des intérêts, peut-être vous aviez vu ce documentaire, La fabrique de l'ignorance, qui était passé il y a quelques années sur Arte, qui était passionnant parce qu'il montrait en fait comment l'industrie du tabac, depuis les années 50, 60, avait défendu et financé la recherche sur les causes du cancer du poumon, en fait, pour montrer qu'il pouvait y avoir d'autres causes que le tabac pour créer des cancers du poumon. Donc c'est au nom de la science et de la recherche qu'on va en fait étouffer la science. Voilà, c'est une espèce de recherche, mais leurre. C'est un leurre, en fait. Et on empêche, du coup, de ce point de vue-là, l'opinion et l'action politique d'agir, de se construire. Oui. Vous savez, vous disiez le doute et les choses qu'on ne voit pas. Je pense que ça m'a fait tout de suite penser au coronavirus. Ouais. Et oui, un virus, on ne le voit pas, on se pose beaucoup de questions, et ça empêche les gens ça a empêché, ou ça nous empêche peut-être de nous organiser concrètement, hein, pour est-ce qu'il nous ment ou ne nous ment pas, alors on est perdu à travers toutes ces informations qui diraient, quoi, vous voyez. Ça m'a fait tout de suite penser à ça. Ouais. Alors j'ai pris le climat, mais parce que j'ai l'impression que c'est passé le virus. Mais si on s'était parlé il y a 2-3 ans, je pense que l'exemple qu'on aurait pu prendre, c'était celui sur les vaccins. Ouais. Là aussi, alors, où commence le doute, c'est là tout le problème. Hein. Là, encore une fois, je propose quelques distinctions sans prétendre avoir une quelconque vérité sur ce sujet-là. Mais ce qui m'intéresse de penser, en tout cas, c'est cette frontière entre une attitude critique et quelque chose qui bascule du côté d'une forme de complotisme. Voilà. Quand c'est en fait non pas un argument que je conteste, mais une autorité, à mon avis. Et que ça devient une question de confiance plus que d'argument seulement. Oui. Sauf que justement, dans le cas du Covid, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous interdisait de douter. C'est-à-dire que celui qui se posait des questions était immédiatement traité de complotiste. Oui, tout à fait. Donc c'est quand même assez récent, quoi. Et qui nous a empêché de douter? Donc je crois que c'est pas du tout la même. C'est pour ça que la question du climat. Situation que le climato-sceptique. Là, effectivement, on avait le droit, puisque Allègre, il a bien été un des premiers climato-sceptiques, il n'a pas été en prison, il n'a pas été injurié, il n'a pas été puni, il n'a pas été. Alors que ceux qui se posaient des questions, simplement se posaient des questions, ceux qui doutaient étaient immédiatement condamnés. Corona-sceptique. Non, mais donc là, il y a un contexte politique et un traitement politique du doute, du coup, aussi, qui complique les choses, oui, tout à fait. Mais, voilà, où est la frontière du doute qui devient une stratégie? C'est pour ça que, je vous disais tout à l'heure, voilà, les philosophes sceptiques aussi ont cette stratégie de déstabiliser l'assurance de celui qui croit savoir quelque chose. Voilà, dans ce documentaire à en tête, c'est vrai que ce sont des marchands de doute en fait. Voilà, ça devient une stratégie, non pas pour la recherche elle-même, mais pour servir des intérêts. Et bon, c'est souvent après coup aussi que tout ça s'éclaircit. Mais au moment, et c'est ça le problème qui a sûrement été le problème de ce qui s'est passé il y a quelques années sur la question du vaccin, c'est qu'on est dans l'actualité. Le problème de l'actualité, c'est qu'il n'a pas toute la clarté
de ce qui va peut-être arriver après avec quelques années de recul. L'urgence fait qu'il y a une action immédiate à avoir, une cohérence politique à avoir. Et du coup, on bascule sur une question peut-être plus politique enfin, que ce soit pas philosophique, mais en tout cas de pure et simple connaissance. C'est plus une question scientifique en fait. Ça n'est plus seulement une question scientifique. Il y a des enjeux qui la font déborder de ça. D'ailleurs, vous pouviez trouver des spécialistes qui pouvaient défendre les deux aspects de l'approche. Alors nous, pauvres citoyens qui ne sommes pas experts, il n'y a que la confiance en fait qui est le dernier ressort. Voilà, donc c'est ce qui fait la différence entre un doute sceptique qui soigne la recherche et l'autre qui cherche plutôt à occulter le savoir et la recherche. Est-ce que vous avez des questions? Continue. Je termine peut-être. Comment on fait pour du coup s'immuniser contre cette difficile ce doute-là qui peut nous que j'ai qualifié de Cinquième vaccin. il n'y a pas de vaccin. Qu'est-ce que la philosophie peut proposer pour disons voilà c'est toujours comment se maintenir dans une forme de vigilance à l'égard du savoir et des connaissances, comment je fais pour sélectionner des sources, comment je fais pour ne pas accepter de manière aveugle n'importe quelle forme de connaissance, tout en sachant que, encore une fois, je reviens sur la prudence des sceptiques de tout à l'heure, quand ils nous disent, tu sais, ça n'est jamais la réalité en tant que telle que tu as sous les yeux, c'est toujours une interprétation de la réalité. Nietzsche avait cette phrase, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Il n'y a pas de fait brut. Un fait brut, ça n'existe pas. C'est toujours la perception d'un fait, la construction d'un fait, souvent même dans les sciences. Et il faut abandonner, si on garde cet esprit, cette vigilance sceptique, abandonner l'idée qu'il puisse y avoir un accès au fait brut, sans médiation. Il n'y a que des interprétations, mais alors est-ce que ça veut dire que toutes se valent? Je ne pense pas que dans la phrase de Nietzsche, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Il veuille nous dire, alors tout se vaut. Et que du coup, on abandonne toute forme de recherche. Bien au contraire, c'est justement parce qu'il n'y a que des interprétations que la vigilance est d'autant plus importante. Et de faire la distinction entre, oui, en philosophie, on va dire le savoir, la science, et puis son avatar, la pseudo-science, ou en tout cas un discours qui se prétend scientifique, mais qui ne l'est pas forcément. Et rappeler, c'est ça le rôle de la philosophie, et dans ce cas-là, elle n'est pas la science, elle est une philosophie des sciences, c'est de rappeler, voilà, qu'est-ce qui me permet de distinguer un savoir véritable d'une opinion. Et on revient au fondement de la philosophie grecque, qui est la question que posait déjà Platon et les sceptiques, finalement. Et qui est encore la nôtre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un discours peut être caractérisé de scientifique, et ça n'en est pas un. Des critères internes. Une science a des critères. Voilà. Des critères qui nous permettent de répondre à une exigence de démonstration. Voilà. Bon, je ne rappelle pas, il ne s'agit pas de rappeler ce qu'est une méthode scientifique, mais ce qu'on peut malgré tout dire, c'est qu'il y a une rigueur dans la démonstration, il y a un processus de la preuve dans la science qui n'est pas celui de ce qui peut ressembler à de la science, mais qui n'en est pas. Voilà. Une science respecte un protocole objectif. Ce n'est pas seulement des individus, et ce n'est pas simplement parler le plus fort ou au plus grand nombre possible. Donc, dans les sciences, on doute, mais on n'élimine pas ce qui nous contrarie. Voilà, c'est pas parce qu'un argument nous embête qu'on l'élimine, justement. C'est ça qui fait la différence entre un protocole scientifique, justement, quand on voit un obstacle, c'est lui qu'il faut aller chercher, justement. Il faut se mettre, justement, face à ce qui nous fait douter. Là où, parfois, c'est plus arrangeant, parfois, de l'éliminer, de le mettre de côté.
Donc il y a un rapport à l'obstacle dans la recherche qui n'est pas le même, dans la véritable recherche scientifique. Puisque c'est justement là qu'on est confronté à ce qu'est la démonstration et la preuve. Donc des critères internes qui font qu'une science a ses exigences, mais il faut aussi l'admettre, il y a aussi des critères externes, et la science c'est aussi une activité sociale. Et de ce point de vue-là, nous qui ne sommes pas des professionnels de la preuve scientifique, nous nous en remettons le plus souvent à cette pratique sociale, au fait qu'il y a une communauté de savants, de scientifiques, et qu'ils s'entendent, et que oui, le fait d'avoir été publié, le fait d'avoir soumis leurs recherches à d'autres, le fait d'utiliser un instrument qui provient d'autres personnes, enfin, il y a tout un tas de choses qui se relèvent aussi de la confiance. Il ne faut pas le nier, avoir une vision purement objective et objectiviste de la science, où c'est de la démonstration et de la preuve expérimentale. Voilà. Les praticiens de la science savent bien que faire des sciences, c'est aussi faire confiance à un ensemble de scientifiques et à une histoire des sciences. Mais là, c'est se fier à quelque chose qu'on sait ne pas pouvoir juger seulement rationnellement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est là où on se fragilise d'une certaine manière. En disant ça, j'ai conscience que le sceptique va vite revenir. Ah bah tu vois, il est obligé de faire confiance. Alors il faut en douter si tu ne peux pas te fier seulement à des critères objectifs. C'est une illusion, en tout cas surtout quand on voit ce qu'est devenu la science en 2023 comme quelque chose d'extrêmement complexe, techniquement. Un physicien, il est dépendant, nous sommes des êtres hyper sociaux et la science n'échappe pas à cette règle-là. Et que le simple usage d'un instrument, c'est déjà embarquer avec soi tout un tas de sociétés, d'individus à qui on doit faire confiance pour que notre expérience soit valable. Une forme, accepter cette fragilité-là, d'une certaine manière. Peut-être que c'est aussi ce que nous enseigne le sceptique. Ouais. Quelques remarques pour terminer. Qui fait le doute et l'esprit justement critique, c'est que justement il est toujours entre cette inquiétude dont on a parlé au tout début et qui accompagne l'existence humaine. C'est un inachèvement, le fait que nous devons accepter de renoncer à l'explication intégrale, de vouloir achever la synthèse de toutes les connaissances, et d'une certaine manière, c'est ça qui produit une forme d'inquiétude. Mais ce doute-là, c'est pas un doute qui sait déjà qu'il faut douter. Voilà, c'est un doute qui stimule la recherche. Et c'est ça qui me paraît important. Et puis il y a une dernière chose qui me paraît intéressante chez les sceptiques, qui doutent, chez les gens qui doutent, c'est que ils désarçonnent notre sérieux. C'est ça qui est intéressant chez ceux qui doutent. C'est que, c'est à mon avis une des grandes vertus du sceptique, c'est qu'il déstabilise parfois le sérieux des experts, il déstabilise le sérieux des savants, des professeurs, de ceux qui détiennent le pouvoir, et d'une certaine manière, il nous ramène à une expérience humaine beaucoup plus humble. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant philosophiquement et humainement, d'être amené à notre pauvre situation. Pas misère, mais à notre situation. Si vous avez des questions sur... Quelque chose qui m'inquiète par rapport au doute, c'est que actuellement, quand on écoute les infos, si on peut dire, on sent que chacun, ceux qui sont interrogés par exemple, doutent de l'humain, de la capacité de l'humain à pouvoir enrayer ce réchauffement climatique et tout ce qui nous arrive sur la Terre en ce moment, les inondations. Et chacun semble douter de la capacité de l'humain, du collectif,
à résoudre, enfin à pouvoir sauver la Terre en fait, nous sauver l'humain. Et ça c'est quelque chose qui est quand même inquiétant parce que si chacun doute de l'humain, quand on l'interroge, ça veut dire que... On a peut-être des bonnes raisons de douter. Ça veut dire que chacun ne se sent pas voilà, capable de faire... Ah ben oui, c'est vrai que ça nous renvoie au pouvoir et à notre impuissance. Ça nous renvoie à notre impuissance. Et c'est anxiogène comme enfin, je sais pas, voilà, non mais c'est vraiment, on est vraiment actuellement dans le doute perpétuel. Enfin, juste une remarque par rapport à ça, et c'est effectivement, et là où je vous rejoins, c'est que ce qui est bien dans l'action, c'est qu'on peut agir en doutant. voilà, En fait. La résolution, disait Descartes, c'est pas parce qu'on doute qu'on ne doit pas agir. Mais, Et il semblerait que les gens ne peuvent pas agir. Oui, tout à fait. C'est curieux, je ne sais pas si vous ressentez ça. Julie, on doute de la capacité Oui, de quand on l'homme. les interroge. Oui, on doute de la capacité de l'homme à résoudre les problèmes. Est-ce que c'est la capacité ou c'est la volonté? Oui, alors là, oui. Est-ce que c'est la volonté? Parce que ça fait quand même, le réchauffement climatique, ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Les solutions ont été avancées et elles n'ont pas été appliquées parce que les gens qui ont le pouvoir n'avaient pas intérêt à faire ça. Ça doit gêner. Oui, et après, oui. Oui, deux choses. Quand vous parliez des sceptiques, je pensais à ce film américain où il y a un acteur qui simule toute la vie. Il y a le monde entier, et lui, il est persuadé d'être dans un monde unique qui ne correspond pas du tout à tous les acteurs qui sont autour. Ça me faisait penser à ce film. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Truman Show. Avec Jim Carrey. Oui, Jim Carrey. Ah oui, de Truman Show, oui. Vous l'avez, oui. Bon, je pense à ça. Sinon, ma question, c'est Galilée. Ouais. Est-ce qu'il a dû douter? Il a été sûr de lui parce qu'il était face au pouvoir, à tous ceux qui décidaient c'est impossible qu'elle tourne. Et lui-même, à la fin, il a dit bon, bah d'accord, elle tourne pas. Là aussi, si c'est un moment de rupture dans l'histoire du savoir, ce qu'on appelle une révolution scientifique, ce que les historiens des sciences nous rappellent, c'est que aussi le fait de rapporter ça à un individu, Galilée, Copernic, il y a quelque chose de pratique, mais que là aussi la science est une activité extrêmement complexe, et nous, 3 siècles après, enfin plus que 3, mais c'est très pratique d'avoir un nom. D'ailleurs, pour raconter l'histoire, c'est pratique d'avoir un nom d'un point de vue pédagogique, de montrer que ça se cristallise là. Là où, en fait, les historiens des mathématiques nous disent que depuis un siècle et demi, et ça vient d'Espagne, les mathématiques commencent à fragiliser ça, et puis il y a d'autres perceptions, d'autres théories qui commencent à circuler. Il y a quelque chose qui n'est pas une rupture, justement. Et moi, je trouve que l'idée est assez intéressante de penser, en fait, je ne pense pas être un penseur de la rupture, un penseur de la continuité, et que les grandes révolutions sont toujours, en fait, avancent souterrainement, et après coup, on se rend compte de tout ce qui avait été déjà présent, qu'on ne voyait pas dans le moment actuel. Et cette idée selon laquelle est-ce que lui, tout seul, remettait comme ça un système entier de pensée, une représentation du monde, à partir d'une expérience. Je ne sais pas si, du coup, c'est possible et pensable humainement, en fait. Sauf à être fou. Il me semble qu'il y avait comme ça Aristarque de Samos chez les Grecs, qui avait une sorte d'intuition sur un autre système du monde, mais on l'a pris pour un fou. Parce qu'en plus, il n'avait pas les outils des siècles suivants pour justifier. Il y avait quelque chose d'assez génial, pour le coup, mais bon, c'était passé un peu à la trappe. Le grand savant, il est toujours accompagné d'un ensemble de théories qui, du coup, je pense, rendent la chose moins révolutionnaire. Et du coup, l'état dans lequel il doit être, au moment où il dit, mais pourtant, j'ai cette idée géniale-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
tu as parlé de Nietzsche, et on a parlé à ce moment-là de philosophe du soupçon avec Nietzsche, Marx Freud. Oui. Et je me posais la question, bien que je ne sois pas certain de la réponse, est-ce que tu ne penses pas que ça a préparé toute cette déconstruction, l'apparition du complot? L'idée qu'on soupçonne continuellement, on ne doute pas, là on soupçonne. Et on passe du soupçon, à mon avis, rapidement à l'idée que derrière ce soupçon, il y a une organisation politique, peu importe, qui est à la manœuvre, si tu veux. Et je pense que les philosophies du soupçon ont eu cet inconvénient, c'est qu'à force de déconstruire, elles ont créé effectivement des modes de construction complètement fantasmatiques sur la réalité, je pense. Oui, là où effectivement, je te rejoins, ce qu'on appelle les philosophies du soupçon sont celles qui justement contestent que les théories ne servent pas des intérêts. Voilà, à chaque fois, que ce soit chez Nietzsche, chez Marx, des intérêts économiques, ou chez Freud, des intérêts inconscients, à chaque fois, en fait, ça vient servir quelque chose qui n'est pas assumé et pas dit clairement. Le vaccin sert de laboratoire. Et du coup, est-ce que ce type de philosophie, en faisant généalogie, Nietzsche dit généalogie, la généalogie de la morale, finalement, le soupçon sur l'action désintéressée, non, le désintérêt, ça n'existe pas. Pour Nietzsche, il y a toujours inconsciemment, hein, c'est pas conscient, il y a toujours inconsciemment quelque chose qui est servi par l'action désintéressée, qui se dit désintéressée. Là aussi, est-ce qu'on peut dire de ces philosophies qu'elles préparent sont des philosophies critiques, devant les théories, devant la connaissance du réel, qui remettent en question justement les fondements philosophiques des théories de leur temps. Et ce sont des historiens, des généalogistes, des archéologues, dira Foucault, l'archéologie du savoir. Voilà, on va chercher en dessous du savoir pour savoir d'où vient le savoir. Et en fait, on se rend compte que le savoir ne vient pas de choses complètement désintéressées. Et là, le soupçon, on bascule du doute ou du soupçon au doute, effectivement. Là où, effectivement, chez eux, c'était totalement inconscient. Je pense que c'est pour penser des phénomènes très vastes et inconscients. Là où, quand parfois on utilise l'idée de complot, pour qu'il y ait complot, il faut qu'il y ait un groupe d'individus, qui aient conscience de ce qu'ils font et qui servent des intérêts communs. Et je ne sais pas si le Père Noël est un complot. Dire aux enfants, vous voyez, la petite souris, je ne sais pas si on parlerait, c'est pas un complot. Pourquoi on dit que c'est pas un complot? Parce que il y a bien collectivement quelque chose qui est gardé secret, mais il n'y a pas la notion d'intérêt qui vient dire. Donc je pense qu'effectivement l'idée de conscience et d'intérêt conscient vient faire peut-être la distinction entre les deux. Mais je pense, alors là, pour ces trois philosophies du soupçon, qui sont clairement identifiées comme telles, mais après tout, c'est le rôle de toute philosophie, se définit d'abord par un moment critique. La philosophie, c'est d'abord la critique à l'égard des savoirs tels qu'ils se donnent à l'époque. Kant, critique de la raison pure, c'est d'abord un geste critique qui demande en fait à notre raison et à nos facultés de connaissance de justifier ce qu'elles affirment. C'est ça le geste critique. Oui. Si on quitte la science, mais qu'on revient plus à l'échelle d'un humain en particulier, je me demandais s'il ne fallait pas avoir justement suffisamment de certitude pour pouvoir douter. Parce que si on n'est que dans le doute et l'incertitude, c'est pas vivable, c'est trop anxiogène. Donc, est-ce que ce qui permet justement de douter utilement,
c'est pas d'être quand même correctement posé à certains endroits. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que la confiance en soi est ce qui permet de remettre en question parfois les informations et les jugements des autres. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, quand on cherche à cultiver le doute, c'est pas pour déstabiliser la confiance de l'autre qu'il en lui-même. Donc c'est là la limite du scepticisme, c'est que nous sommes des êtres capables de raison et de penser par nous-mêmes. Et si je commence à douter de ça, faire confiance à sa propre capacité de penser, c'est effectivement absolument nécessaire pour commencer à douter. Les sceptiques vont jusqu'au bout. Ça veut dire que la raison, ils s'en servent, mais elle n'est pas fondatrice de l'être. Enfin, comme ils disent, voilà, ça ne nous permet pas d'accéder à la réalité en soi. Par contre, ils raisonnent. Ils ne font que ça d'ailleurs. Mais la raison chez eux, c'est un instrument qui permet de confronter des idées. Point. Il n'y a pas de fondement. Mais je suis d'accord. Ce qui fait c'est une garantie du doute, c'est que nous pensons et que nous sommes capables par nous-mêmes de penser. Sinon, effectivement, on se fie aveuglément à n'importe qui. Dès qu'on démissionne de sa propre pensée, qu'on n'est plus capable de penser par soi-même et qu'on doute de ses propres raisonnements, c'est peut-être le début de folie, oui, ça doit être terrible d'ailleurs. De se dire, je suis capable de raisonner en fait, de douter de ses propres raisonnements. On s'en remet complètement à l'autre. Oui. Oui, moi je suis un peu surprise parce que au départ, quand vous avez posé le thème de la conférence sur le doute, ça m'intéressait parce que je trouve que notre société à l'heure actuelle ne vit pas du tout sur le doute, mais vit sur les certitudes. Enfin, moi je suis un petit peu hallucinée parce que j'entends des gens qui prétendent tous avoir la vérité, justement, qui vont très loin du scepticisme. Et moi j'ai l'impression qu'on vit dans une société où le doute n'existe plus. C'est pour ça que je suis venue à la conférence, c'est assez intéressant. Moi, je pense que vous avez raison, c'est fondamental le doute. Je trouve que si notre société vivait davantage sur le doute, on s'en porterait sûrement mieux. Mais je pensais aussi que ce qui fait qu'on peut choisir malgré tout, c'est de se savoir, comme vous le disiez tout à l'heure, vulnérable. Je fais un choix sans être sûr que je vais réussir, mais je le fais et j'assume ce choix. Je pense que c'est la seule façon de fonctionner. Il faut agir, sinon effectivement on tourne en rond. Moi je pense que sans doute on ne peut pas vivre, enfin, la société ne peut pas vivre, mais en même temps il faut assumer les choix qu'on fait dans ce doute. Sinon c'est pas possible. Oui, tout à fait. Je reprends le mot résolution que je donnais tout à l'heure en paraphrasant Descartes. Il prend une image, Descartes, quand il commence à douter de ses propres connaissances, il prend une image de quelqu'un qui est perdu dans la forêt. Et il dit, si je commence à aller dans une direction, puis dans une autre, et puis je sortirai là. Je ne sais pas de quelle direction il faut prendre, mais il faut que j'en prenne une et que je la garde. Et il prend cette image-là pour dire, à un moment donné, si je garde ma ligne, cette résolution, j'arriverai à quelque chose. Je ne sais pas si ce sera le chemin le plus court, ou le meilleur chemin, ou le plus simple, mais en tout cas, c'est la possibilité d'une sortie. Et effectivement, on revient sur le fait qu'agir, c'est toujours beaucoup plus enthousiasmant que de rester dans le doute. Après, le constat d'une société pétrie de certitude, pour ça que j'ai pris le bien inverse, parce que la philosophie souvent dit qu'il faut douter. C'est pour ça que je prends le bien inverse, mais je ne sais pas si on est plus certain aujourd'hui qu'on l'était il y a un siècle ou il y a quelques siècles. Honnêtement, vous avez cette impression-là en tout cas? Je pense que pour moi, en tout cas, la différence, c'est qu'il y a un siècle ou 2 siècles, on vivait en fonction de normes auxquelles on obéissait, alors que notre société actuellement, à force de privilégier le moi, fait que chacun s'imagine qu'il a la réponse et qu'il s'appuie sur cette réponse pour l'imposer aux autres. C'est un peu comme ça parfois que je vois certaines réactions. Et c'est pour moi la grosse différence entre avant et maintenant, c'est cette importance du moi qui... Là où je comprends ce que vous voulez dire, dans le fait qu'il y a une forme d'individualisme peut-être qui est plus visible dans nos modes de vie, mais il y a peut-être un siècle ou deux, la norme sociale n'était pas contestée du coup non plus. Le mot a été effacé et ce qui était pensé par le groupe devait être suivi sans être forcément discuté. Donc voilà, il pourrait y avoir un autre aspect
où la certitude, soit c'est effectivement la mienne et je ne veux pas la lâcher, ou effectivement c'est celle du groupe et elle ne se discute pas. Ça ne peut pas rester passif. Mais voilà, dans les deux cas, il n'y a pas de remise en question. Mais le doute doit s'appuyer sur des connaissances pour argumenter. Parce que Sinon, on n'a pas de raison de douter, tout à fait. On ne doute pas sans raison. Le doute, il naît en moi à partir de l'expérience d'une contradiction que je fais. Que ce soit une idée dont que j'entends, ou que je propose moi-même, de quelque chose que j'ai vu, mais effectivement, il y a quelque chose qui me fait douter. Ça s'appuie sur déjà des connaissances. Tout à fait. C'est la confrontation qui fait qu'il y a doute. Oui. Oui. Je propose de parler d'un peu de l'UPN, dans laquelle il nous arrive de douter. Et en fait, tout est écrit derrière ton dos, là. Voilà. C'est sur ça que je m'appuie. En fait, notre façon de faire, c'est d'aller explorer un domaine en allant chercher un expert, quelqu'un qui sait et qui va nous permettre de partager le savoir, des savoirs. C'est la première phrase. Et ce niveau d'expertise, on le consomme, si je peux dire. En tous les cas, c'est comme ça que moi, personnellement, je le fais. Et on affirme à l'UPN, toujours, par ailleurs, qu'on fait le développement, qu'on permet le développement d'esprit critique. Donc c'est sur cet aspect-là d'esprit critique que je titille un petit peu. Est-ce qu'on est bien sûr qu'on va développer l'esprit critique en amenant devant vous des savoirs un petit peu fondés et avec lesquels on a un rapport, on a une discussion qui est infime. Nos temps de débat, nos temps d'échange sont très modestes, quoi. Et puis, si je dis autrement la question, si je propose la question, c'est plutôt d'aller chercher un conseil. Qu'est-ce que nous, UPN, on devrait exiger de nos intervenants pour que le développement de l'esprit critique de vous puisse se faire dans de bonnes conditions? On peut faire ça en moins de 2 heures, je pense. Déjà, de toute façon, le simple fait d'être dans cet état d'esprit, d'aller chercher, après qu'on l'appelle un expert ou qu'on l'appelle comme vous voulez, mais d'être dans une démarche de ne pas être certain de posséder la vérité, le premier pas est déjà fait, en fait. Venir, ne serait-ce que discuter avec d'autres personnes, c'est déjà un signe d'un esprit critique. Après, le rôle oui, forcément, il y en a qui passent plus de temps à chercher certaines choses et qui, du coup, peuvent éclairer. On disait tout à l'heure, à trop donner d'informations, parfois on peut rendre les choses un peu encore plus confuses, mais oui, j'ai bien compris. Oui, l'UPN, c'est bien sa devise d'une certaine manière. C'était pas pour faire la dernière question, mais ça pourrait être la dernière question. Il est 22h, 2 heures, c'est bon. En général, on essaie de ne pas dépasser. Et juste avant de vous quitter, vous rappelez que la prochaine action d'experts qui va nous faire douter, je l'espère, elle a lieu le mardi 17 octobre, donc c'est bientôt, et c'est sur la question de l'éclairage, si je puis dire, de la pollution lumineuse. Donc je ne sais pas un doute, puisque c'est une affirmation de la pollution, mais on s'interrogera quand même sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est les conséquences sur la santé, etc. Donc voilà, ça se passe dans un local à Maïf, sur le côté du boulevard, donc le 17 octobre. Et c'est les gens de cette nature environnement qui sont les principaux intervenants et qui agissent dans ce sens-là au quotidien avec une opération de veilleur. Et puis, au mois de novembre, un mois après, à peu près le 14 novembre, on a une action qui poursuit une action qu'on a commencé la semaine d'avant, il y a 15 jours, autour de l'architecture. Et c'est Daniel Courant qui vient nous parler des architectes qui ont sévi, si je puis dire, dans la ville de Niort dans le passé, pour nous illustrer, nous montrer un petit peu ces rapports. Et ça, c'est le 14 novembre, et ça a lieu au pôle universitaire Niort. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir assisté au volet.
Je pense qu'on peut remercier. Merci beaucoup, David. Et on remercie aussi les personnes qui ont choisi à